L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Ahmed Galal dans ce nouvel épisode L'âme nomade. Ahmed est docteur en langue, littérature et civilisation arabe. Il est fondateur du podcast 28 lettres, l'arabe en podcast, que vous trouverez sur toutes les plateformes d'écoute. Étant toujours à la recherche d'invités ayant eu l'élan d'un voyage autrement, qui a fait sens et ouvert d'autres perspectives d'avenir, j'ai eu un coup de cœur pour le témoignage d'Ahmed. En quête d'un nouveau lieu de vie, Ahmed et sa petite famille sont partis l'été dernier à Chypre. En quoi est-ce un voyage initiatique ? Ahmed va nous en dire plus et vous donner sans doute l'envie de vous ouvrir à d'autres projets ici ou ailleurs. Bonne écoute. Bonjour Ahmed, comment vas-tu ? Bonjour Carole, merci beaucoup de m'avoir invité pour témoigner dans ton podcast. Je suis extrêmement ravi. Eh bien, écoute, moi aussi, je suis vraiment ravie. Comme je viens de le dire, tu inaugures peut-être une autre saison, puisque jusqu'à présent, j'invitais plutôt des personnes qui avaient vécu des voyages initiatiques en stage, donc en groupe, qui l'avaient soit vécu, soit initié d'ailleurs. Et là, tu ouvres autre chose, c'est-à-dire ta vie est déjà un voyage initiatique, d'ailleurs, tu vas nous en parler. Tu vas témoigner que d'autres projets peuvent amener ici ou ailleurs et faire de sa vie son rêve, en fait. Peux-tu te présenter, nous en dire plus ? Alors, je m'appelle Ahmed Galal, je suis franco-égyptien, j'ai 38 ans et papa de 2 garçons. Dans la vraie vie, hormis le podcast, je travaille comme traducteur-interprète dans une société ou agence de traduction à Paris. Comme tu viens de dire dans l'introduction, j'ai animé pendant presque un an un podcast qui a été hébergé sur Ocha et c'est la plateforme à travers laquelle on s'est connus également. Quand j'ai vu ta recherche d'intervenante, j'ai tout de suite vraiment écrit un message parce que récemment, il y a 6 mois, un peu plus, 7 mois, j'ai fait un voyage qui m'a ouvert beaucoup de portes et qui est vraiment tombé à pic, pile poil, dans un moment assez mouvementé de ma vie et dont on va peut-être évoquer les détails. J'imagine que c'est une décision aussi en famille avec ta femme, mais voilà, qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que tu décides d'aller chercher une autre destination, un lieu de vie ? C'est quoi le déclic ? Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est quoi le déclic pour aller vivre, pour avoir le désir d'aller vivre une autre aventure avec sa famille en plus ? Bien sûr. Alors, en fait, c'est pas vraiment un déclic. Les choses ont été construites très progressivement depuis la dernière année de ma thèse de doctorat, 2017. J'ai senti que le marché du travail pour les hauts diplômés en sciences humaines et sociales est assez restreint. Soit les concours de la fonction publique, soit presque rien. Il faut dire la vérité. Il faut dire aussi un chiffre malheureusement assez dramatique que 30% ou 32% des docteurs et des doctorants sont au chômage. Ou bien, donc, il faut qu'il aille chercher ailleurs selon les spécialités. Dans mon domaine de littérature, des critiques littéraires, soit on devient professeur ou enseignant à l'université, soit malheureusement, il y a très très peu de choses où on change de domaine, on fait une reconversion professionnelle. C'est ça, c'était la première crainte, c'est de ne pas trouver
un emploi à la hauteur de mes rêves et de mes espoirs, de mes espérances après le doctorat. Donc à partir du moment où je me suis dit, une fois soutenue cette thèse, je vais chercher dans d'autres pays, soit au Canada, enfin j'ai fait presque le tour du monde depuis chez moi. On allait chercher sur des plateformes d'annonces d'emploi. À chaque fois, ça ne s'est pas réalisé. Mais le désir d'aller vivre ailleurs et de reconstruire ma vie, bien sûr en famille avec les deux garçons, existe depuis au moins 5-6 années, mais ça n'a pas été, le projet n'a pas abouti pour différentes raisons. À chaque fois, la destination, il y avait un problème, soit un problème administratif, soit un problème de langue, soit un problème de encore marché du travail, ou bien les conditions économiques du pays n'étaient pas vraiment à la hauteur qui nous donnait une vie assez confortable, au moins matériellement. Donc, pendant ces 5 années, j'ai tapé sur beaucoup de portes, la Turquie, les pays du Golfe, le Canada, d'autres pays européens comme la Belgique ou la Suisse, où j'ai fait des entretiens d'embauche, mais c'était toujours bloqué. Donc, je gardais toujours espoir que ça s'ouvre un jour. Même les vacances, ce sont des vacances à la base. À Chypre, m'a ouvert l'idée ou l'esprit sur peut-être d'autres possibilités, d'autres opportunités dans ce sens. Oui, j'imagine que c'est pas si simple de tenir son projet de vie familial, professionnel. Donc, il faut d'une part avoir un coup de cœur pour le pays et puis bon que les conditions d'accueil soient adaptées à ce que tu recherches. J'ai le sentiment que au-delà d'être en quête d'un autre positionnement, on va dire professionnel, il y a aussi ce qui te fait vibrer parce que tu corresponds complètement au titre de mon podcast, à l'âme nomade. Je pense qu'au-delà d'aller chercher un autre challenge professionnel, voilà, je vais le dire comme ça, il y a quand même une vibration parce que tu es porteur de l'exil, hein, avec ton parcours de vie depuis très longtemps. Il y a quand même cette vibration d'être un nomade et que ça semble être assez facile pour toi de t'imaginer ailleurs. Voilà, c'est peut-être comme ça que je vais le dire compte tenu de ton histoire. Ça devient, avec l'âge, de moins en moins facile parce qu'on a des attaches, on a des repères, on a des modes de fonctionnement. Mais c'est vrai que le seul avantage dans ma petite expérience d'expatriation depuis l'Égypte, c'est quelque chose que je l'ai déjà fait. Bien sûr, je l'avais fait seul, jeune, plus léger, même au niveau d'argent, au niveau de diplôme et au niveau de soucis aussi. C'était l'insouciance presque totale. Je pouvais faire des petits boulots, avoir une chambre dans le campus universitaire sans aucun problème de 9 mètres carrés. Ça me dérangeait absolument pas. Et là, avec une famille, 2 enfants, donc il faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que une fois on avait fait ce changement de vie d'un autre continent avec une autre langue, un autre climat, on peut tout à fait le refaire. On est, si tu veux, on est vacciné. On a le vaccin contre la solitude, contre l'isolement. On peut s'adapter. Et en plus, cette première expérience de vivre en France et de devenir français qui m'a donné les acquis nécessaires en termes d'adaptation, en termes de devenir modulable et facilement changeable. Mais c'est vrai que malheureusement, personnellement et au niveau professionnel aussi, j'ai quelques barrières insurmontables et qui sont pas modifiables. Dans ce cas-là, moi j'ai compris que notre vie, de la vie ou de la naissance jusqu'au décès, est une suite ou un ensemble de cycles. À chaque moment ou à chaque moment de la vie a un cycle. Il y a le cycle des études, il y a le cycle de l'université, il y a le cycle de recherche de travail, il y a le cycle peut-être de apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle compétence. Et après, il y a le cycle de l'amour, et les cycles de l'amour, les cycles sentimentaux, etc. Et moi, j'ai l'impression, comme on avait dit, pendant notre échange hors antenne, c'est que depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que je comprends que je suis arrivé à la fin d'un cycle qui peut-être annoncerait ou annonce le départ ou un démarrage d'un nouveau cycle, bien sûr, ainsi de suite jusqu'à... Donc l'Égypte, c'était un cycle. En France, je suis passé par plusieurs cycles, dans plusieurs moments différents. Et maintenant, j'ai l'impression que il faut peut-être faire ses bagages et ses valises et aller s'installer ailleurs parce que la vie, il faut pas s'arrêter. Il faut toujours être en perpétuel mouvement et c'est ça qui fait le plaisir de la vie.
C'est sûr, ça me fait penser au titre d'un livre d'une de mes amies, Isabelle Calkins, c'est La vie se voyage. Et quand je t'écoute, je suis avec ce titre, quoi. La vie se voyage. Et oui, la vie, c'est une succession de cycles. À chaque fin de cycle, qu'est-ce qui t'enseigne que tu es prêt à réinitier justement un nouveau cycle? Est-ce que tu sens un appel? Est-ce que c'est une forme ça peut être aussi dépressif, hein, ça peut être parce que tu te sens pas bien, que tu sens que c'est le moment d'aller voir ailleurs. De quel côté tu es? C'est plutôt justement de pas te sentir bien dans ta peau, ou c'est juste ah ben non, là je sais que je suis fait de ces enseignements-là pour oser autre chose. Ou ça peut être les deux, ça peut Alors, être un mouvement. Oui, ouais, exactement. Très bonne question, très profonde. Je vais essayer d'être, on va dire, le plus simple possible. J'ai vraiment pas une réponse assez claire, mais je réfléchis à haute voix avec toi et avec toutes les auditrices et les auditeurs. C'est que là, par exemple, je vais parler de ce moment-là. J'ai l'impression que quand tu essayes plusieurs choses dans le même lieu ou le même environnement où tu es et tout est bloqué, tu as essayé plusieurs choses sur plusieurs années. C'est-à-dire, c'est pas une mauvaise chance ou un mauvais moment. C'est vraiment un état durable de blocage et de désespoir. Bien sûr, le blocage plus un blocage, ça ramène à un moment donné la déception et le désespoir. Et donc là, j'ai l'impression, on a deux chemins ou deux orientations, deux possibilités. Soit on se soumet et on renonce, pardon, à ses rêves et à ses ambitions et on accepte ce qui sera bien sûr un état dépressif à petit feu tous les jours, petit à petit, ou bien on décide que puisque ça marche pas à gauche, pourquoi ne pas complètement aller à droite ou l'inverse, puisque ça marche pas vers devant, pourquoi ne pas aller de derrière ou à gauche, à droite, en haut, en bas. Et j'ai l'impression que il y a un appel de l'ailleurs, mais il faut que la personne ou les espoirs ou les rêves ne soient pas réalisés ici maintenant pour qu'ils soient réalisés ailleurs et dans un autre endroit, dans un autre environnement. C'est ça. Donc, à la fois un blocage au présent et une espérance et un appel pour l'avenir, le futur proche même. Futur proche, oui. C'est-à-dire que le blocage va t'initier, c'est-à-dire qu'il y a une forme créatrice t'as une réflexion très créatrice, alors que pour certains, ça peut être plutôt un blocage qui va figer, qui va laisser dans une forme dépressive, comme je disais. Donc toi, tu as quand même cette énergie, cet élan de vie pour aller vivre tes rêves. C'est s'écouter soi-même, en fait. C'est vraiment aller se rencontrer même dans ces états très moyens, comme je dis, voire même dépressifs. Tu m'as parlé, je crois, tu m'as dit désespoir, même quelque chose de désespérant à être bloqué à un endroit. Et ta force de vie, c'est de le retourner, comme il y a un switch. Donc tu n'as pas peur du changement, en fait. Non, mais j'ai peur de sortir de ma zone de confort. C'est pour cela que je t'ai dit il y a quelques minutes que ça devient de plus en plus difficile ou de moins en moins facile avec l'âge, avec les années. Tu as des attaches, l'école des enfants, l'appartement, il y a plein de choses. Et ça s'enracine de plus en plus. Donc si soit on change vite et on quitte sa zone de confort très vite, soit ça devient vraiment très compliqué avec les années, même avec les mois, d'un mois au mois. Tu as un attachement de plus, peut-être tu montes en promotion au travail, tu as des primes, donc tu dis pourquoi quitter tout ça et refaire tout à zéro. Donc ça travaille, c'est humain, c'est tout à fait possible, mais en fait le tout c'est de ne pas écouter ce confort qui peut être présent au présent, mais qui peut-être n'est pas duré, ou bien c'est un confort d'un côté, et ça devient un mal-être de l'autre côté. Ça c'est aussi s'écouter, mais s'écouter comment? Parce que si ma voix intérieure me dit comme je t'ai dit, pourquoi quitter la zone de confort? On n'a pas tout ça pour rien, pour repartir à zéro, etc. C'est vraiment, parfois, on se balance plusieurs fois par jour. J'ai pas envie de dire tous les jours, mais même plusieurs fois par jour, du matin au soir.
Oui, vivre ses rêves, c'est vraiment se challenger. Je le vois quand, voilà, alors rien à voir, c'est pas un changement de vie total et complet, mais quand je propose mes voyages initiatiques à l'autre bout du monde pour aller à la rencontre des éléphants, par exemple, déjà, tu vois, c'est un engagement, aller vivre quelque chose de complètement différent, sortir de sa zone de confort, aller se confronter avec ces animaux très particuliers par leur grandeur sur tous les plans. Donc, ces voyages initiatiques, je propose, c'est déjà oser ce changement. J'ai mon premier livre qui s'appelle Oser vivre en être à soi-même, et je crois qu'on est vraiment là-dedans. Oser l'exil, oser le changement en embarquant toute sa famille. C'est-à-dire que tu as tes deux enfants, tu as ta femme, qui ont pris aussi leurs habitudes, il y a des points d'appui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que ta zone de confort. Il y a la leur. Il faut sacrément être soudé et avoir cette même vibration pour oser ce changement. Bien sûr, je n'allais pas me projeter sur tout ce qu'on vient de dire sans bien sûr l'accord et même le désir de mon épouse. Les enfants sont encore petits, peut-être, mais ça c'est encore un avantage parce que quand ils sont petits, moins de 5 ans, ils sont faciles, ils s'adaptent très très vite à n'importe quel environnement. Ça c'est un avantage. Contrairement à des adolescents ou peut-être des lycéens. Donc, enfin là, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que mon épouse aussi a ces blocages de manière différente, mais qui sont tombés plus ou moins au même moment. D'un côté, c'est compliqué, mais de l'autre côté, nous avons plus ou moins le même sentiment et ce qui crée un projet commun. Bien sûr, quand on est couple, on marche à deux pieds. Et quand vous êtes allé à Chypre cet été, ça vous a permis justement de mieux évaluer toutes les contraintes d'un changement, tous les aspects positifs aussi d'un changement. Ça vous a apporté quoi, ce voyage à Chypre? Ça nous a apporté de l'espoir parce que, comme je te dis, j'ai essayé plusieurs destinations, ça marchait pas et il y a une des destinations qui est Dubaï sur lequel on a travaillé peut-être 9 mois avec des agences d'installation des francophones et de français là-bas, avec des devis, avec nous renseigner sur les écoles, les lois. Au niveau du travail, enfin tout vraiment pendant 9 mois ou un peu plus, 10 mois, et on regardait des chaînes YouTube, des YouTubeurs des francophones, des Belges qui vivaient là-bas, qui nous donnent, qui citent les inconvénients, les avantages, les pour, les contre, etc. Donc, et après ça a pas marché. Donc le voyage à Chypre qui était complètement par hasard, je jamais imaginé d'y aller, et ça nous a donné de l'espoir que tout ce qu'on avait fait pendant 5 ans n'était pas en vain, parce qu'on peut en profiter pour ce nouveau projet et pour éviter peut-être les erreurs et aller plus vite sur les recherches et l'installation. Et surtout quand on a vécu ou séjourné sur place sur plusieurs villes, dans plusieurs villes, là, ça donne encore un avantage, une visibilité et une visualisation du projet. Et par rapport à cette maturité, le fait aussi d'explorer, d'aller vraiment à la recherche, je trouve c'est vraiment passionnant ce que tu dis. Je sens voilà que tu es en quête de sens. Alors voilà, cette maturité, ton âge, l'exploration déjà de tous ces cycles qui t'amènent là à cette croisée des chemins. Cette quête de sens, il me semble, dans une quête de lien social, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir dans ses différences, d'aller aussi, par ta différence culturelle, aller rencontrer d'autres différences, en fait. Est-ce que ça fait partie de ton projet aussi? Bien sûr, parce que là, c'est à un point sociétal assez sensible, mais c'est vrai que dernièrement, le climat social en France devient de plus en plus tendu, avec un discours médiatique assez stigmatisant et aussi des faits réels qui rendent les choses encore plus compliquées au quotidien. Et c'est vrai que je suis confronté au manque de l'ouverture tous les jours. Enfin, une des raisons que j'ai lancé ce podcast 28 lettres l'arabe en podcast, c'est de présenter l'apprentissage des langues étrangères et notamment l'arabe sur un autre angle qui se dégage, des stéréotypes qui se dégagent, des idées reçues, parce que c'est une langue comme les autres, comme l'anglais, l'espagnol, le chinois. Donc ça,
ça aussi, ça se travaille. Et j'ai senti que c'est vraiment une des barrières qui deviennent insurmontables. J'avais l'espoir pendant des années, dizaines d'années, de changer, de montrer l'exemple, de faire dans mon entourage professionnel, de voisinage, amical, etc. Mais les déceptions s'accumulent récemment, comme je dis, donc ça devient plus fort. Donc, soit on fait profil bas et on accepte la réalité, ce qui n'est pas du tout mon tempérament, soit on va ailleurs pour ne pas gâcher sa vie, ne pas gâcher celle de ses enfants, de son épouse, parce que ça se percute aussi sur la vie quotidienne, la vie conjugale, l'éducation des enfants. Donc, comme je t'ai dit, je connaissais pas Chypre, mais Chypre était un pays vraiment profondément cosmopolite. Et on peut en parler, mais là, je l'ai découvert sur place. En fait, c'est aussi la situation géographique qui fait que il y a plusieurs plusieurs populations qui y vivent. Et là, quelque chose qu'on trouve malheureusement de moins en moins en France, ou même pas du tout, parfois dans certains environnements, ou certains milieux socio-professionnels. De manière pratique. Moi, je ne parle pas des théories, je ne parle pas des textes des lois, je ne parle pas de la déclaration des droits de l'homme, je parle de pratique au quotidien. C'est vraiment une recherche d'une terre d'accueil. La France est considérée comme une terre d'asile, une terre d'accueil, tu vois. Toi, tu ressens le rejet, peut-être, du racisme. Ça irait jusque-là? En fait, une bonne partie de mon travail quotidien, nous sommes une société ou une boîte, on va dire, qui fait le lien entre les populations allophones qui arrivent en France pour n'importe quelle raison, et le service public, les services publics de l'État français. Donc, nous avons un marché et on traduit dans toutes les langues, plusieurs langues. Et moi, malheureusement, tous les jours, je suis confronté à ça. Et je fais pas seulement le travail de l'interprétariat ou de la traduction, mais je suis aussi médiateur, je suis aussi un trait d'union culturelle, parce que vraiment, malheureusement, les différences deviennent les écarts, j'ai envie de dire, deviennent de plus en plus importants. J'avais écrit pendant mes études doctorales, j'avais écrit un article parmi les recherches scientifiques que j'avais intitulé La langue arabe, une langue si proche, si éloignée. Je suis confronté à ça en tant que même professionnel, dans ma vie professionnelle, hormis le niveau personnel et familial. J'ai envie de dire que on n'a qu'une seule vie, donc il faut vraiment en profiter au maximum et ne pas se bousiller la tête avec tout ça et vraiment profiter de jour au jour. Et chose qu'on peut pas faire puisqu'on est un peu oppressé. Et c'est le moment pour toi, quand je dis c'est de croiser des chemins, c'est de mettre en balance cette zone de confort et mettre en face tout ce qui te fait plus vibrer, qui te tire vers le bas. Et il y a l'aspect bien sûr relationnel, pratique, environnemental. Je pense que dans tous les pays il y a des contraintes. Je crois que ce qui est important, c'est de vivre ses rêves. Quand tu te sens bloqué à un endroit, c'est cette force de vie qui t'amène à trouver des solutions, qui fait que même s'il y a une peur du changement, même une peur d'un nouveau cycle, c'est important de le tenter. Pour moi, si j'avais une définition du voyage initiatique, au dehors des stages qui amènent encore une fois les personnes à un endroit, dans un projet qui est assez sécurisé, le voyage initiatique, c'est sortir de sa zone de sécurité, zone de confort, pour aller créer autre chose, se prendre en charge pour aller créer autre chose. Et initier, c'est ça le voyage initiatique, c'est à quel moment je me responsabilise de mes choix et je peux initier autre chose. Si tu avais une définition, toi, du voyage initiatique, est-ce que ça serait similaire? Oui, je pense que c'est un voyage pour initier soi-même ailleurs, parce que je pense qu'on n'a qu'une seule naissance, mais on peut avoir plusieurs renaissances tout au long de sa vie. Initier aussi ses rêves et ses projets, parce que sans espoir, sans projet, si on tombe vraiment complètement dans la routine, on devient un robot, on devient une machine. Ce n'est pas du tout la vie d'un être humain correctement établi. Donc ça serait ça, initier soi-même et initier ses projets, ou réactiver ses rêves et ses projets.
Il y avait une infirmière américaine qui était dans soins palliatifs, je pense, pendant les derniers jours. Elle avait posé les questions sur les patients. Qu'est-ce que vous regrettez et qu'est-ce que vous ne regrettez pas? La plupart ne regrettaient pas vraiment grand-chose. Ils ont fait des bonnes études, en tout cas les études de la carrière. Ils ont épousé les chéris qui aimaient. Mais ce qu'ils regrettaient beaucoup, ce qui ressort de la réponse, c'était de ne pas vraiment sauter le pas et peut-être réaliser un rêve fou qui me tenait à cœur, mais j'avais peur des conséquences. Je calculais trop, ou bien je voyais pas les choses assez claires, donc je voulais rester dans ma zone de confort. C'est ça qu'il regrettait. Donc, ce qu'il regrette, c'était le temps, les jours, qui ont perdu, rester dans la routine et dans la répétition, parfois dérangeante, et souvent même. Donc, le voyage initiatique, c'est vivre ses coups de folie, ici ou ailleurs. Je te remercie infiniment, Ahmed, pour ce temps partagé. Je te remercie de ton témoignage. Je te souhaite vraiment une belle route. Tu nous tiendras au courant. Une terre d'asile, une terre d'accueil, où tu peux exprimer pleinement un autre cycle qui peut peut-être en amener un autre. Je te souhaite vraiment de vivre ce qui t'anime et ce qui te fait vibrer avec ta petite famille. Merci infiniment. Merci, Carole, c'était un plaisir. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.